après ces quelques courts-métrages très inspirants, très poétiques et très alarmants, je vais avoir le plaisir d'accueillir sur scène un certain nombre d'intervenants pour discuter de ces questions. J'accueille tout de suite Magali Payen, puisque je la vois ici, qui trépine d'impatience de discuter de ces questions avec moi. Donc Magali Payen, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre de la campagne On est prêt, et qui est aussi donc, productrice, qui utilise les médias pour la mobilisation citoyenne, qui est aussi derrière l'affaire du siècle. Prends place, nous allons... tu te mets n'importe où tu te sens bien. Je vais aussi accueillir Philippe Quinter, que j'ai aperçu tout à l'heure, voilà, qui est directeur du développement durable et de la RSE de BPI France. Et lors de nos échanges, j'ai pu voir que c'était un homme d'action, qui m'a beaucoup parlé d'action. Donc nous allons voir quelles actions mettre en œuvre par rapport à ces questions. J'accueille aussi Antoine Caddy. Où se cache-t-il? Ah, il est... Ah, voilà. Le voilà. Bonjour Antoine. Donc Antoine qui s'occupe de l'innovation et de la recherche de CDC Environnement, Biodiversité. Et enfin, j'ai l'honneur également d'accueillir Alain Bougrain-Dubourg, que l'on ne présente plus, qui est donc journaliste, producteur, président de la Ligue de protection des oiseaux. Et nous allons donc prendre place. Alain, je vous invite à nous rejoindre également. Merci beaucoup, merci à tous. Vous voulez, ouais, très bien. Hop. Donc, nous avons un micro, 3 micros pour 4. Ça devrait aller. Donc oui, effectivement, on a vu dans le cadre de ces courts-métrages, et on en entend beaucoup parler, le temps presse, on parle de 6e extinction de masse, d'urgence climatique, de printemps silencieux. Donc les messages qui arrivent de toutes parts sont assez alarmants. Mais on voit aussi un vivier d'innovation, un vivier d'initiatives qui émergent et qui nous permettent peut-être d'être optimistes sur ces questions-là. Donc nous allons discuter de ces questions avec vous aujourd'hui. Alors je vais commencer avec toi Magali, si ça te va. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as fait jusqu'à maintenant sur ces questions de mobilisation pour le climat et la biodiversité? Ok, alors bonjour. Alors ça fait depuis 2005 que je travaille dans les médias, avec pour fil rouge depuis ce temps-là d'utiliser les médias en fait comme un moyen pour inspirer le maximum de personnes, que ce soit par le cinéma, la télé ou le web plus récemment. Et puis une fois qu'on a inspiré en fait le public, ne pas le laisser dans un état de frustration, mais lui apporter des outils et des solutions pour passer à l'action. Et donc en fait c'est vraiment dans cette optique que j'ai parcouru ces dernières années au Festival de Cannes, chez Canal+, et plus récemment, donc là, avec cette envie de monter un écosystème pour les créateurs vidéo qui ont envie d'œuvrer dans ce sens-là, notamment sur les questions d'environnement, de climat et de biodiversité. Et c'est dans cette optique qu'est née la première campagne On est prêt et l'affaire du siècle. Qui dans la salle a suivi cette campagne? Levez la main. Ah, il y en a à peu près tout le monde. Ouais, super, c'est un bon signe. À ta droite, donc, Philippe Quinter de BPI France. Philippe, qu'est-ce que BPI fait aujourd'hui pour accompagner les entreprises face à l'urgence climatique et l'érosion de la biodiversité? Alors, BPI France, c'est le concept de la banque entreprise. Une banque parce qu'elle finance, elle investit et elle accompagne les entrepreneurs, entreprises de croissance. Et c'est une entreprise parce qu'elle a un ancrage territorial, elle est proche des entrepreneurs, elle sert les entrepreneurs et elle a placé au cœur de sa stratégie, en fait, dès le début, dès sa création, une notion qui est une belle notion, la responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire faire du business, faire de la finance, mais pas n'importe comment. Et c'est aussi d'aider les entrepreneurs à développer le business de cette manière. Et nous avons placé au cœur de notre stratégie, bien sûr, ce que l'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, que l'on décline de différentes manières. Et il y a un pilier qui est la transition écologique et énergétique. Et là, on adresse le sujet du climat et de la biodiversité, qui sont deux notions très complexes pour les entrepreneurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir, je pense. Difficiles.
difficile, mais très orienté sur, et vous avez eu raison de le souligner, sur l'action. Dire c'est bien, agir c'est mieux. Et faire les deux, c'est encore mieux. Voilà. On va explorer ces actions ensemble. Antoine Cady, donc de CDC Biodiversité. Vous êtes au carrefour entre différents mondes, celui des collectivités et des entreprises. Donc vous naviguez entre ces mondes pour justement permettre de développer de nouveaux outils et de favoriser l'émergence de solutions. Comment ça se traduit concrètement chez vous, CDC Biodiversité ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'excuse par avance pour ma voix qui est peut-être désagréable à écouter. Cette saison. Ouais. Effectivement, nous, CDC Biodiversité, en fait, on est le petit frère de BPI France. On existe depuis 10 ans, on fait partie de la constellation Caisse des dépôts. Et notre métier, notre mission, c'est de mettre en place de nouvelles formes d'économie, de nouveaux outils qui puissent justement permettre aux entrepreneurs de s'emparer des sujets biodiversité et de les prendre en considération en profondeur pour ce qu'ils sont et à la bonne échelle. C'est un vrai sujet d'échelle. On parle beaucoup de ruches, de toitures végétalisées, de plein de trucs très sympathiques, mais on est assez loin du compte. On est véritablement en fait très loin du compte. Et d'ailleurs, un certain nombre de publications récentes, post-COP14, donc, qui a eu lieu en novembre dernier en Égypte, nous rappellent que la situation pour la biodiversité est un peu plus de 2 fois pire qu'elle ne l'est véritablement pour le climat. On a beaucoup travaillé sur le climat. On voit qu'on a du mal à mettre en place les politiques suffisamment ambitieuses, suffisamment vertueuses pour atteindre ces objectifs. Pour autant, on a des objectifs, on a des outils pour mesurer nos résultats et on dit avoir la volonté, ça a été évoqué, il y a beaucoup de signataires, il y a un certain nombre d'entreprises qui se positionnent sur ces fameux scénarios de degrés, etc. Sur la biodiversité, on n'en est pas encore là, alors que la situation est dramatique. Donc il est urgent, voilà, et ça fait partie de nos missions justement d'essayer de mettre en place des véritables outils pour que le monde économique, le privé entre autres, puisse s'emparer de ces sujets et rentrer ça vraiment au cœur d'une stratégie véritable. Merci beaucoup. Et enfin, last but not least, donc j'ai l'immense honneur de vous accueillir Alain Bougrain-Dubourg. Alors j'ai un aveu à vous faire. Vous avez été assez important dans mon cheminement écologique. Et en plus, hier, j'ai découvert que vous aviez la même date de naissance que mon père. Donc ça fait de vous vraiment, voilà, vous avez été hissé au rang de père spirituel. Donc Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux. Vous êtes aussi membre du Conseil économique, social et environnemental, journaliste, producteur, réalisateur. Et vous êtes encore dans un combat de tous les instants pour la biodiversité. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? Ce qui m'anime, c'est l'injustice. Ce qui me donne de l'espoir, c'est la société civile. Je suis scandalisé par le comportement du gouvernement actuel qui roucoule en disant qu'on est le pays le plus exemplaire en matière de biodiversité et qui aujourd'hui même autorise les chasseurs à poursuivre la chasse aux oies pour 1 mois de plus. Aujourd'hui même, je suis obligé de faire un référé devant le Conseil d'État pour faire respecter la loi qui ferme la chasse au 31 janvier. Et vous avez 2 ministres, François de Rugy et Emmanuel Vargon, il faut 2 ministres pour signer un document, un arrêté qui va à l'encontre du respect du vivant. Alors, cette obsession à tuer, alors qu'on constate le déclin du vivant, me scandalise. Je crois qu'aujourd'hui, c'est davantage à l'égard de ceux qui nous dirigent. Ce gouvernement n'est pas pire ni mieux qu'un autre, mais qu'on doit agir. Quand je vois la lettre du président Macron à ses chers compatriotes, la lettre qui a été adressée à tous les Français, quand il nous parle de biodiversité, il commence par expliquer que c'est très important. Alors là, je suis content, je me dis, tiens, enfin, on va prendre en compte en même temps que le climat, la biodiversité. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'on doit gérer la biodiversité scientifiquement. Je le remercie, on n'y avait jamais pensé. Mais pour moi, science sans conscience, c'est quand même grave. Scientifiquement, ça veut dire qu'une espèce se porte bien et on peut faire n'importe quoi parce qu'elle est en bon état de conservation. C'est inacceptable. Et qu'est-ce qu'il ajoute derrière ? Qu'il faut penser quand même aux entreprises et aux agriculteurs qui pourraient être pénalisés parce qu'on représente la biodiversité dans les échanges internationaux européens. La biodiversité est à ses yeux une charge. Pas un mot sur les services rendus par la
biodiversité. Pas un mot sur biodiversité et santé, biodiversité et tourisme, biodiversité et pollinisation, que sais-je encore. C'est ça qu'on est en train de vivre. Alors, vous voyez, on va accueillir l'IPBES, c'est l'organisme scientifique international, dans quelques semaines en France, un peu le GEOC du climat. C'est l'équivalent pour la biodiversité qui va nous expliquer qu'on est dans un état de déclin pathétique et, comme le disait Antoine Cady, qu'on est dans l'urgence. Et vous avez un gouvernement qui va nous faire cocorico et qui va dire « Ah bah oui, il faut se remuer » et qui ne se remue pas. Je trouve ça inacceptable, je le dis très simplement. Alors avant d'en venir justement aux différents dispositifs, aux différentes actions, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus ce contexte? Donc on a vu lors des courts-métrages qu'en 2050, on prévoit qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Quels sont les grands chiffres ou les grands enjeux à avoir en tête? Schématiquement, au moment où on parle, il y a une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4 et une espèce d'oiseau sur 8, parfois une espèce d'oiseau sur 3. C'est un déclin alarmant, alarmant. Alors on connaît les raisons, il y a plusieurs causes. Bon, il y a l'artificialisation, c'est le béton et l'asphalte qui vont ronger les terres agricoles et naturelles. Ça représente pas loin de 70 000 hectares par an. C'est l'équivalent tous les 7 ans d'un département français qui va être bétonné. Alors il faut savoir ce qu'on veut, je ne dis pas qu'il faut arrêter de construire, mais ça affecte très directement. Il y a l'agriculture intensive qui impacte dramatiquement quand on voit qu'il n'y a plus d'insectes volants en Allemagne dans les zones protégées. C'est quand même surréaliste. Bon, et pour les anciens, autrefois, quand on roulait en voiture, on était obligé de nettoyer le pare-brise tous les 100 km à cause des insectes. Aujourd'hui, vous faites 500 km sans toucher à votre pare-brise. Il n'y a plus d'insectes et donc, par conséquent, bon, il y a l'assèchement des zones humides. On a perdu 50% des zones humides en 3 décennies, 3-4 décennies. Il y a le réchauffement climatique qui a un impact terrible sur la biodiversité, parfois positif, le plus souvent aujourd'hui négatif. Voilà, il y a une multitude. On connaît très très bien les raisons du déclin. Maintenant, il faut agir. Voilà. Parlons d'action justement avec vous, et notamment avec toi, Magali. Je me permets de te tutoyer comme on se connaît. Donc avec la campagne On est prêt, tu as pu mettre en œuvre un certain nombre d'actions justement pour sensibiliser et inciter un maximum de personnes à agir. Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu retiens pour mobiliser les citoyens, pour mobiliser massivement? Et qu'est-ce que tu nous prépares? Ouh là là. Déjà, je vais commencer par souligner que je suis super touchée d'être là aujourd'hui parce que donc il y a à peu près un an, je lançais ce projet de coordination de créateurs. Et en fait, la manière dont la campagne climat a commencé, ça a été par le fait de rassembler les 15 premiers créateurs au mois de juin dernier. Et à ce moment-là, ils m'ont donné cette responsabilité d'investiguer sur les solutions pour le climat. Et donc pendant 2 mois, j'ai investigué toutes les solutions possibles à amener justement à la connaissance du public via ce formidable outil de diffusion qui touchait des dizaines de millions de personnes. Et donc, en fait, j'ai investigué sur les solutions au niveau individuel, industriel et politique. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à lancer cette affaire de « On est prêt ». Donc, pour mes mots, « On est prêt », ça a rassemblé une centaine de youtubeurs, instagrammeurs, sportifs de haut niveau, chanteurs, qui avaient des communautés énormes sur les réseaux sociaux et qui nous ont permis de toucher des dizaines de millions de personnes. Et en fait, l'idée, c'était pas de faire un coup dans l'eau, mais vraiment d'avoir l'impact le plus massif possible. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je suis allée voir les experts du GIEC, les ONG, et il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'il faut absolument que tu rencontres Valérie Cabanès et Marie Toussaint. Et donc, en fait, c'est en les rencontrant. Donc, pour mes mots, pour les personnes qui ne connaissent pas ces femmes, ce sont des juristes et avocates qui se battent pour la protection du vivant, parce que le climat n'a pas d'avocat et que les animaux non plus. Et c'est pourtant le vivant notre affaire à tous et l'affaire du siècle.
donc, à cette époque-là, j'avais déjà en tête qu'après cette campagne sur le climat, je voulais absolument faire une campagne sur la biodiversité, notamment pour préparer les esprits à Nature 2020, qui a lieu dans un an. L'opinion publique met du temps à se mettre en marche et c'est important de mobiliser l'opinion publique pour que les industriels et les politiques puissent passer des mesures fortes. Et donc, en fait, là, la campagne On est prêt à déboucher sur l'affaire du siècle. Qui a quand même collecté plus de 2 millions de signatures, un record toute catégorie en France. Exactement. Et donc cette vidéo, on l'a coproduite et on est prêt à donc été le premier soutien de Marie Toussaint et un des premiers soutiens de ces 4 ONG qui ont déposé le recours. Et donc là, j'étais encore en période d'hibernation pour me reposer après cette campagne. Et j'attendais encore quelques jours avant de me mettre à investiguer sur les solutions biodiversité. Et voilà que je me retrouve aujourd'hui avec vous. Donc je me retrouve quelque part propulsée dans la préparation de la prochaine campagne. Et ça commence comme ça, en fait. Donc merci d'être ici, Emma. Je t'en prie. Merci à nos intervenants. Et bon courage pour le lancement. Alors, oui, Alain, je vois des doigts qui se lèvent. Donc, ah oui, non, c'était pour... En fait, justement, Alain, Philippe, Antoine, quelles seraient selon vous les actions, les solutions à mettre en œuvre que vous connaissez dans le cadre du monde des entreprises, avec les collectivités, qui vous semblent être les plus efficaces? Philippe Quinter. Bon, alors, en fait, ce qui est très curieux, c'est que ce sujet, et d'ailleurs les films à cet égard sont extrêmement intéressants, c'est les 2 leviers, c'est quoi? C'est la peur et l'espoir. C'est-à-dire qu'on surfe en permanence, soit il faut toucher la gestion émotionnelle des gens pour réagir. C'est quand même assez curieux. Et ça marche ainsi. La véritable question pour nous, c'est de se dire, pour BPI France, pourquoi les entrepreneurs devraient s'intéresser à la biodiversité? C'est la vraie question. Pourquoi s'y mettre finalement, sachant que j'apprécie beaucoup la remarque qui a été faite, il faut sortir un peu de la boucle infernale qui est de faire un petit peu ce que j'appellerais des produits tête de gondole. On parle du climat, ensuite on va parler de la biodiversité, etc. etc. Tout est lié, et vous l'avez dit, et ça, il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. C'est totalement lié. La question pour entraîner les entreprises, c'est en quoi ça va être de l'innovation, créer de la valeur pour une entreprise. Il y a des exemples remarquables là-dessus. Moi, j'ai en tête des entreprises, tu les connais, Antoine, et on peut les citer. La société Barjane, qui est dans l'immobilier, aménageur du territoire, qui, sur chaque projet, intègre en amont de ses projets tout un écosystème, pas seulement solaire ou autre chose, etc., mais crée les conditions et fait venir des jeunes, des écoles, etc., sur leur site. Donc il y a tout un phénomène aussi d'apprentissage et de pédagogie, parce que ça commence à l'école aussi, la biodiversité et le respect de son environnement. C'est pas une fois qu'on est adulte. Il y a le groupe d'Herven qui travaille sur des sujets de génie écologique sur l'ensemble des projets, donc qui intègre à cœur les dimensions de l'écologie et de l'économie. C'est pas mauvais genre de parler des deux qui sont liés. Il y a des sociétés comme Éco-Océan aussi qui travaillent effectivement dans les ports pour revitaliser, etc., avec des nurseries de poissons, et donc qui fait un travail vraiment remarquable avec Gilles Le Caillon. Je peux en citer encore d'autres. Bref, il y a tout un écosystème, je pense aussi à Vertige International, qui végétalise des toitures, mais pas uniquement parce que ça fait beau, parce qu'il y a des vraies qualités, de protection, de drainage des eaux, etc. Donc c'est à la fois de la technologie, c'est de l'innovation. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des progrès, donc c'est très innovant comme démarche. Et puis on touche, ce que l'on disait tout à l'heure, des notions de RSE. Ça signifie que les entreprises qui fonctionnent de cette manière arrivent à séduire des clients nouveaux, donc ça crée de la valeur. Parce que quand on a commencé à goûter à ce genre de choses, on a envie d'y revenir parce que c'est extrêmement... Et puis les salariés qui travaillent dans ces entreprises, ça leur donne beaucoup de sens. Et aujourd'hui, et on l'avait perdu de vue, les salariés sont aussi des citoyens. Et les gens qui travaillent dans les entreprises ont besoin de repères, de sens pour avancer, pour participer. Ils ont envie vraiment d'être des acteurs.
Et les entreprises qui sont, alors j'insiste, qui sont sincères sur ces sujets, hein, l'idée c'est pas de produire des chartes, de faire des incantations, etc. C'est d'agir. Hein, agir, ça veut dire, et j'irais même plus, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire je dis, j'écris et je fais vivre à mon entreprise des choses cohérentes et alignées par rapport à tout cela. Donc quand on fait tout cela, c'est assez vertueux et le but de l'opération, c'est justement de prendre des bons exemples d'entrepreneurs qui font ça, parce que ça marche, et de donner envie aux autres. Oui. Ouais, je rebondis simplement, Philippe, tu évoquais effectivement ces deux notions importantes, hein, de peur et d'espoir, et pour le monde économique, des notions de potentiel, mais je voudrais rajouter celle du risque. Aujourd'hui, et depuis 2005, hein, un certain nombre de publications scientifiques collectives indiscutables rappellent le lien étroit qu'il y a entre notre économie, dans son sens large, et sa dépendance aux services gratuits qu'a évoqué Alain il y a une minute, fournis par la nature. Ces services écosystémiques, aujourd'hui, sont véritablement le socle de nos économies, représentent environ 40% de l'économie mondiale, mais ce n'est pas comptabilisé en fait dans cette économie. Peut-être qu'on peut définir service écosystémique. Alain l'a dit rapidement tout à l'heure, la pollinisation, la qualité d'un sol, la fertilité d'un sol, les ressources halieutiques, la qualité et la disponibilité en eau, etc., etc. Tout ce que la nature apporte. Donc tout ce qu'elle fournit. Gratuitement, je dirais. Aux Exactement. activités Donc on y pense de manière très simple quand on s'alimente, quand on boit l'eau du robinet, etc., quand on se promène. Et puis on y pense un petit peu moins quand on est une centrale nucléaire et qu'on a besoin d'eau du fleuve à proximité, qui soit en quantité et pas trop chaud, cette eau, pour pouvoir permettre de refroidir le réacteur nucléaire. Et là, on se dit tout d'un coup, mais moi, je n'ai pas de lien à la biodiversité. Mais si, en fait, vous avez un lien très immédiat. Donc, cette notion, elle est très importante. Potentiel, et on voit qu'effectivement, un certain nombre de startups se saisissent des notions de biomimétisme, des notions de restauration, etc. Il y a des métiers qui existent, il y a un potentiel gigantesque. Et puis de l'autre côté, il y a un énorme boulot à faire pour que les chaînes de valeur, les investisseurs, les agences de notation, les agences de notation extra-financières en particulier, se saisissent de ces sujets-là. Et c'est vrai qu'après avoir travaillé, j'en suis fier, dans différentes ONG, et en particulier de nombreuses années à proximité d'Alain, moi je suis assez content d'avoir rejoint cette entité un petit peu particulière du privé d'intérêt général, drivé par son conseil scientifique, drivé par l'intérêt général qu'intègre l'établissement public, mais dont il nous a confié cette mission que de faire émerger ces nouvelles formes d'économie, ces nouvelles solutions, parce qu'il faut absolument, peut-être juste une autre précision avant d'avancer, juste rappeler que la capacité des fonds publics à se mettre à disposition du sujet de l'érosion de la biodiversité est d'environ 10 à 15% des sommes qu'il faudrait mobiliser. Donc on est entre 15 et 20 milliards par an de ce qu'on arrive à mobiliser. Il faudrait entre 150 et 180 milliards d'euros. C'est pas tant que ça représente 0,4% du produit international brut. Donc fondamentalement, si on se dit que 40% de l'économie repose sur ces services gratuits fournis par la nature et qu'il faudrait que 0,4% de notre économie globale soit mobilisée pour pouvoir stopper l'érosion de la biodiversité, évidemment qu'il faut se mobiliser, et évidemment qu'il faut investir sur ce sujet-là. Simplement, on a une marche à franchir encore, puisque les entreprises n'ont pas encore les outils pour se doter de tout ça. C'est vrai qu'on est dans un cadre qui est un petit peu particulier, hein, notamment en France. Alain encore l'évoquait, on a eu un beau Grenelle de l'environnement, on a un plan biodiversité qui est très complet, on a une loi de 2016 qui rassemble, qui résume un certain nombre de lois précédentes, qui remontent à la loi pour la nature de 1976. Ça fait 45 ans bientôt enfin 43 ans qu'en France, on a pris conscience de la nécessité de définir un cadre qui précise, qui permette véritablement de préserver la nature et d'encadrer l'exploitation, l'artificialisation, notamment en mettant en place une doctrine éviter, réduire, et puis à terme, ce qu'on n'a pas pu éviter, réduire, le compenser, etc. Et en fait, on voit qu'on n'est pas du tout aujourd'hui au rendez-vous. Pas du tout. C'est-à-dire que bien que ce cadre réglementaire existe, en fait, quasiment aucune entreprise ne le respecte. Et l'État, pour tout un tas de raisons, ne parvient pas à mettre en place, disons une police pour résumer, qui permette de rester au rendez-vous. Donc on est dans une forme de schizophrénie par rapport au thème du paradoxe français que vous évoquiez tout à l'heure. C'est vrai que voilà, on a une certaine volonté de notre chef d'État, de notre gouvernement, en tout cas qui est affichée, en particulier sur la scène internationale, One Planet Summit, à la COP,
On veut se positionner sur du non-net loss, mais ce n'est pas suffisant. L'IPBES nous rappelle qu'il faut être sur du net gain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà trop mangé de notre budget biodiversité, on a déjà trop artificialisé des terres émergées, trop exploité des milieux marins, etc. Et donc il faut qu'on arrive à restaurer. Donc on va prendre cet engagement-là. On va s'apercevoir d'ailleurs en 2020, enfin, on va faire le bilan qu'on n'est pas arrivé à le tenir, notre engagement qu'on est pris en 2010. On va reprendre l'engagement post-2020 pour 2030. Mais en fait, rien que pour parler de chez nous, rien que sur un sujet finalement aussi ténu que celui de la compensation écologique, c'est pas très compliqué de se dire quand on arrive et qu'on artificialise des terres agricoles, des forêts et ou des espaces naturels, ben à un moment il faut essayer de compenser ça. Déjà, donc, éviter réduire, mais il faut essayer de compenser in fine. On a des outils pour le faire, il y a des investisseurs qui sont prêts, il y a une technique, des technologies qui sont disponibles, il y a des dizaines, le rapport de Lannoy le rappelle, de compétences sur tout le territoire, de bureaux d'études, d'associations qui peuvent accompagner les élus et le monde économique pour faire ce travail-là. On n'est pas en mesure de le faire. Donc là, effectivement, c'est super urgent. Et en fait, je dirais, tout s'effondre. C'est un certain nombre d'espèces que l'on suit, que nos associations suivent. Les scientifiques nous le rappellent, mais en lame de fond, et ça, aujourd'hui, on n'est encore pas suffisamment en capacité de le quantifier. J'en discutais avec Anne-Larie Gaudry, qui est la secrétaire générale de l'IPBES, il y a 15 jours. Il y a un rapport qui va sortir sur la dégradation des services écosystémiques, qui est très attendu, parce que c'est celui qui va véritablement mettre le monde économique devant cette tension et cette menace qui est réelle. C'est-à-dire que demain, tout ce qu'on vient d'évoquer, la pollinisation, les sols fertiles, ça ne sera plus disponible. Et a fortiori, ça ne sera plus gratuit, quoi. Alors, vous voulez réagir ? Oui, on peut souligner que les 40% de l'économie mondiale qui vient d'être évoquée, qui repose sur les services rendus par la nature, eh bien en face, ces services sont en déclin de 60% déjà actuellement, et ça va être affiné dans les connaissances par le prochain rapport de l'IPBES. Je voudrais dire également qu'il est vrai que les entreprises font un travail admirable et que je crois que globalement, on a dépassé l'époque du greenwashing. C'est-à-dire qu'il y a une vraie conscience. Ouais, il y a une vraie conscience, pas dans toutes les entreprises, mais on le voit bien, et qui inclut, comme vous avez eu raison de le souligner, la fierté des personnels. Nous, à la LPO, on travaille beaucoup avec des grands groupes, CEMEX, RTE, que sais-je encore, et on fait de la sensibilisation des personnels. Je peux vous assurer que quand ils s'investissent en favorisant la biodiversité, ils en sont extrêmement fiers. Et je crois que ça participe de l'équilibre du relationnel important au sein de l'entreprise. Non, très honnêtement, c'est trop facile de taper sur l'État, toujours taper. Bon, n'empêche que c'est la vérité. Je suis désolé, on n'a pas créé une réserve depuis 3 ans, 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. On a peur des lobbying. Quand on est à la tête d'un pays, il faut être courageux. C'est pas facile, mais enfin, ils l'ont voulu. Alors, maintenant, il faut qu'ils assument. Et c'est vrai que chaque fois qu'on veut bouger un peu le curseur, ça dérange certains. Et singulièrement des lobbying qu'on connaît. Il y a la FNSEA, il y a les chasseurs, etc. Ils ne sont pas tous des voyous. Il y a des gens très bien chez les chasseurs, il y a des gens très bien à la FNSEA. Mais globalement, il y a des blocages inadmissibles. Et c'est pour ça qu'on ne crée plus d'espaces protégés, alors qu'on sait qu'on a besoin. Le dernier parc national, le parc des Calanques, il y a la chasse à la glu à l'intérieur du parc des Calanques, en plein cœur de parc. Pour attraper les oiseaux, c'est ça ? Pour attraper les oiseaux et bien d'autres choses. C'est devenu des sous-parcs naturels régionaux, parce qu'on ne veut surtout pas déplaire. Le parc des zones humides, on a dit qu'il y avait un assèchement des zones humides pathétique. Et or, c'est un lieu de naissance pour la vie, on va dire, les zones humides. Au passage, c'est là, dans les jours qui viennent, qu'il y a les journées des zones humides où, en principe, on doit sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de les préserver. Bon, ce parc national, il est effacé. Parce qu'on n'a pas. Bon, il y a un parc des forêts qui devrait avoir lieu, on va faire la chasse à courre, et tout le reste à l'intérieur. Ça n'a plus de sens. Donc voilà, un peu de courage, un peu d'autorité, et là, on va pouvoir bouger les curseurs. Et justement, le droit du vivant, l'affaire du siècle, ces nouveaux outils juridiques, est-ce que pour vous, ils sont porteurs d'espoir ou
Oui, bien sûr, c'est porteur d'espoir et bravo, mais ça révèle au fond que le public est sensible, mais que les dirigeants ne le sont pas assez. Je vais vous donner un exemple. Un thème qui me touche beaucoup, c'est la condition animale. Tout est lié. Il y a eu la loi agriculture et alimentation, où on est en train de voir du reste que ça pose des problèmes. Je ne suis pas sûr que les paysans s'y retrouvent comme espéré. C'était une très belle loi initialement, qui était du reste portée par Nicolas Hulot. Il y a eu des amendements sur la condition animale. On ne demandait rien d'autre que de s'aligner sur ce qui se fait de correct dans le reste de l'Europe. On n'était pas, c'était pas révolutionnaire. Par exemple, on arrête de castrer des porcelets vivants, de leur meuler les dents vivants. Je ne sais pas si certains vont chez le dentiste, mais bon, déjà la roulette, c'est pas drôle, mais bon, sans anesthésie, vivant, autant pour moi, vivant et sans anesthésie. Voilà, couper la queue, etc. D'écraser les poussins vivants, pour le coup. C'est un nombre de trucs qui sont féodales. Tout a été retoqué. Tout a été retoqué. Il n'y a pas un amendement en faveur du bien-être animal qui est passé. Les parlementaires auraient pu avoir l'opportunité de dire façon glyphosate, on fait ça dans 3 ans, dans 5 ans. Même pas. Même pas. Ils ont rejeté avec mépris. Comment voulez-vous après qu'il n'y ait pas un malaise de la part de la société qui de plus en plus prend conscience des choses et fait des choix. Quand vous voyez, je ne suis pas végane, je ne suis même pas végétarien, pour être clair, mais quand je vois dans le TGV des menus véganes, ce n'est pas par hasard. C'est que vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont entre 20 et 35 ans, on va dire, qui ont choisi d'établir un relationnel avec le vivant différent. Et ce n'est pas les enfants de la SPA, c'est des gens qui s'interrogent et qui disent bah tiens, non, j'ai plus envie de manger de viande, j'ai plus envie. Bon, ça doit nous interroger sur l'évolution de la société. Elle bouge par bonheur, la société. Mais les élus sont en décalage total. Alors je sais que c'est facile de taper sur les élus. Encore une fois, il y a des gens admirables, on va pas être. Mais quand même, voilà, comme le disait, moi j'étais à Nagoya, on y était ensemble du reste, au Japon en 2010, où on devait stopper la perte de la biodiversité. C'était l'engagement des pays membres. Ben, on ne l'a pas stoppé, on a dit en 2020, et Antoine vient de le rappeler, en 2020, on sera encore... Et voilà, donc il y a un moment, ça va. Alors, j'ai vu des réactions de la part d'Antoine et de Philippe, allez-y. Oh, juste très court, moi, je pense que cette tribune est particulièrement intéressante parce que vous avez là les moteurs des solutions de demain, je crois. C'est-à-dire la mobilisation des ONG, leurs compétences et leur capacité à un moment à dire stop, la capacité de mobiliser les citoyens, et puis les entreprises qui sont à l'écoute en fait de ce que les citoyens, c'est-à-dire finalement leurs collaborateurs et leurs clients attendent. Et moi je suis convaincu, et cette dernière, l'affaire du siècle, et j'espère la prochaine sur la biodiversité, arriveront à développer, ça crée véritablement une envie de bouger au cœur de l'entreprise. Si on fait le parallèle avec le climat, la COP21 a permis de mettre les États d'accord sur ce fameux scénario de 2 degrés qui, là encore, ne sera pas tenu. Et on voit bien combien nos pays, le nôtre, mais les autres, ont finalement, sont dans l'incapacité d'adresser cet objectif-là. Dès qu'on fait un pas en avant, tout de suite, on est obligé de reculer, etc., confère les séquences qui viennent de s'écouler. Néanmoins, si on veut garder quand même un peu d'espoir, on note qu'un certain nombre d'entreprises, et finalement, je pense assez rapidement, toutes les entreprises, pour un certain nombre de raisons, vont rentrer dans cette ambition et vont devenir 2 degrés compatibles. Sur la biodiversité, il faut absolument que la COP15 en 2020 fixe une notion de budget biodiversité. Nous, on travaille notamment avec le Global Biodiversity Score. Je vous invite à aller sur le site de la mission économie de la biodiversité. Vous trouverez les publications là-dessus. C'est un outil, c'est le bilan carbone pour la biodiversité. Ça va permettre aux gens de se positionner par rapport à ce scénario. Si la communauté scientifique nous dit voilà les scénarios, et voilà celui qu'il faudrait tenir pour qu'on puisse arriver dans des situations raisonnables, que les États arrivent à peu près à se mettre d'accord, et qu'ils y parviennent ou non d'ailleurs, moi je crois que les entreprises finiront à l'écoute de la société civile et à l'écoute d'une forme de réalité économique qui s'imposera à elles, vont se mettre en marche et vont véritablement bouger.
Juste parenthèse avant de vous donner la parole, Philippe, quand on parle de COP 14, COP 15, ce ne sont COP pas biodiversité. les COP Ouais, biodiversité, à ne pas confondre avec les COP du climat qui sont déjà à 24, 25. Donc vous aurez noté que sur la biodiversité, on a un retard. Parce voilà, qu'on a de 10 ans. 7 COP de retard par rapport. Oui, Philippe, vous vouliez réagir également? Oui, alors, il y a juste un point avec ce que tu viens de dire, Antoine. En fait, pour les entrepreneurs, il faut les aider. Parce que ça ne tombe pas de l'armoire, hein, le fait de s'intéresser à la biodiversité. Et pour les aider, il faut des outils, il faut mesurer. Et on commence à s'intéresser aux choses. Alors vous allez dire, c'est la banque qui revient au galop. Mais quelque part, ce n'est pas faux, parce qu'il faut, quand une entreprise s'implante, quand on crée un hangar, etc., quel est l'impact sur la biodiversité, quelles sont les métriques, comment on mesure, etc. Et les travaux que vous réalisez chez CDC Biodiversité, nous, on trouve ça très intéressant. D'ailleurs, on supporte beaucoup le programme, parce que là, ça donne des clés et des outils aux entrepreneurs, hein, pour qu'ils s'y intéressent. Donc là, on passe de l'incantation à des choses extrêmement concrètes, de mesures, on les aide, on les accompagne pour avancer sur ce terrain-là. Donc ça, c'est positif. Et puis, il y a un autre sujet, quand on parle d'action, on parle de chiffres aussi, parce que c'est important d'avoir des chiffres en tête. Pour vous donner des métriques un petit peu sur l'action de la transition écologique énergétique. On en parle beaucoup, et on en parlait, la biodiversité est aussi liée, nous, dans les interventions que l'on fait en financement et en investissement. Entre 2014 et 2017, pour vous donner quelques ordres de grandeur, le groupe Caisse des dépôts s'était engagé sur 15 milliards. 15 milliards. Nous, nous étions engagés sur 4. Nous avons réalisé 5,3 milliards. Et pour 2018-2020, on va augmenter de près de 70% nos interventions en montant. Vous voyez, on a réalisé... donc on ne parle pas de petites sommes, en fait. Et on est sur des petits projets territoriaux, sur des grosses opérations, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est important. Et nous ne sommes pas les seuls acteurs. C'est-à-dire qu'il y a différentes banques, différents organismes qui interviennent. Donc ça veut dire qu'en termes... Pardon, c'est juste des projets qui accompagnent cette transition. Qui accompagnent cette transition. Ce sont des projets très concrets sur le territoire national qui accompagnent cette transition. C'est développement durable, ce n'est pas exclusivement biodiversité. Ce n'est pas exclusivement biodiversité, c'est énergie renouvelable, c'est lié au climat et aussi à la biodiversité. Puisqu'on a dit que c'était un petit peu lié, en fait, qu'il y avait des liens de dépendance. Mais on parle de sommes extrêmement importantes, hein. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi dans les esprits, parce qu'il y a une réelle volonté de s'atteler à ce sujet, même si encore il y a beaucoup de routes à faire et d'accélération. Non, il y a peut-être un exemple des effets du climat sur la biodiversité, parce qu'on ne fait pas peut-être suffisamment le lien. Il y a un travail formidable qui est conduit au CNRS de Moulis, à 50-80 km au sud de Toulouse. Et ils ont constitué des volières de 80 mètres carrés, il y en a un peu plus d'une dizaine, reliées les unes les autres entre elles par des corridors. Et ils arrivent à maintenir des degrés de température souhaitables pour étudier le comportement des animaux dans ces volières. Et là, ils lâchent des escargots, des lézards, des papillons, une série d'animaux. Ils regardent comment les animaux se comportent. Ça fait près de 10 ans qu'ils travaillent dessus. Et il y a notamment une volière qui a 2 degrés de plus. À l'intérieur de cette volière, ils ont mis des lézards vivipares. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une première chose tout à fait étonnante, c'est que avant d'aller dans une volière ou dans l'autre, en fonction de la température, les lézards échangent entre eux. Alors évidemment, ils ne se parlent pas comme vous et moi, c'est olfactif, les échanges qu'ils ont, mais ils vont avoir un lien, une réflexion avant d'avoir une action. Et certains vont choisir d'aller à la fraîche, d'autres vont rester dans les 2 degrés. Je vous rappelle au passage que d'être face à un événement échangé collectivement afin d'adopter une stratégie, ça s'appelle la culture. Moi, j'ai envie de dire que le lézard vivipare est cultivé. Alors, au-delà, les scientifiques disent qu'il faut se calmer là-dessus, mais enfin, ce n'est pas le contraire. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir ce qui se passe pour ceux qui ont accepté les 2 degrés. En théorie, ils ont une maturité sexuelle à 2 ans. Là, ça va passer à 1 an. En clair, ils ont une suractivité avec 2 degrés de plus. Donc on peut a priori se réjouir, ils vont avoir des petits plus tôt. Sauf qu'ils vont se fatiguer plus rapidement et ils vont mourir plus tôt. Et la natalité n'est pas compensée
la mortalité n'est pas compensée par la natalité. Ça veut dire en clair que scientifiquement, peut-être certains lézards vivipares vont se réfugier dans les hauteurs, à la fraîche, on ne sait où, mais scientifiquement, l'espèce est condamnée. Des espèces que Antoine connaît bien, les tortues, globalement, à 28 degrés, c'est à peu près ça, au-dessus de 28 degrés, sont des femelles qui naissent. En dessous, sont des mâles. Dans des 2 degrés, 3 degrés de plus, il n'y aura que des femelles. Les tortues sont amenées à disparaître. Alors la question qu'on se pose toujours, ah ouais, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert la tortue d'Hermann, le gypaète barbu ou le vison d'Europe? On en est encore à avoir des perceptions qui sont propres au siècle dernier. Anthropocentré. Voilà, les utiles, les nuisibles. On n'a pas encore compris que c'est un mur du vivant où toutes les pierres de ce vivant sont interdépendantes, sont liées, et que si on les retire les unes après les autres. Enfin, bon, voilà. Et donc c'est toute la difficulté. Et on voit, il y a plein d'autres exemples. Les renards roux qui montent vers le nord. On a eu une belle vidéo avec un renard d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, ils sont prédateurs des renards polaires. Et ils les tuent, ils les mangent. Voilà, c'est une découverte assez récente. Et bien d'autres choses encore. Ça va complètement perturber l'équilibre de la biodiversité. Alors oui, juste ce que j'entends, c'est que donc on a d'un côté le constat qu'on ne va pas du tout suffisamment vite pour rester dans ce scénario de degrés, et qu'en même temps, ce scénario de degrés correspond à la fin d'un nombre inouï d'espèces. Bah oui. Donc on est, semble-t-il, il y a toutes les vraiment espèces besoin, marines qui sont... Nous, on gère une réserve, la réserve des 7 îles. Ah oui, à Perros-Guirec. Je suis née juste à côté, décidément. Il y a l'île Grande où on a notre centre de soins et tout. Bon. Et là, il y a notamment des colonies de fous de bassin très importantes. Eh bien, ils mangent des capelans, des petits poissons et les macaremoines, etc. Eh bien, on a constaté qu'ils sont obligés d'aller... Ces poissons remontent vers le nord avec le réchauffement pour avoir un peu de fraîcheur. Ils sont obligés de faire des parcours pour aller chercher du poisson pour alimenter les jeunes beaucoup plus longs. Par conséquent, ils vont laisser les jeunes au nid tout seuls, sans alimentation, et on a une perte effrayante de population qui se dessine. Il y a un rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui n'a pas été fait par la FRB, mais qui vient d'être synthétisé, qui a été rendu public, sur l'impact des pêches sur les oiseaux marins. Les oiseaux marins ont perdu 17% de leur population, alors que les pêches ont augmenté de 2 ou 3 ou 4% dans le même temps. Et donc, on a fait le lien direct entre la ponction des ressources halieutiques et le déclin des oiseaux. Enfin, vous voyez, je vais pas être trop long, mais je vais vous donner... Pour savoir sur quelle planète on vit en ce début du XXIe siècle, il y a des gens des CNRS qui sont inspirés des travaux américains. Ils ont essayé de savoir quel était le poids des mammifères sur la planète. Bon, c'est une question un peu bizarre, mais enfin, bon, ça, c'est les scientifiques. Ils ont la réponse. 1261 millions de tonnes de mammifères. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Oui, on est content. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la répartition de ces mammifères. Actuellement, au moment où on parle, vous avez 67% des mammifères de la planète, 67%, c'est le bétail nécessaire à l'homme, ou supposé nécessaire à l'homme. Vous avez 30%, c'est l'homme. Donc, l'homme et son bétail, ça fait 97% des mammifères de la planète. Il reste 3% pour l'écureuil, la baleine, l'éléphant et autres rhinocéros. Voilà la réalité de la planète qu'on a fabriquée en moins d'un siècle. Je crois qu'il faut quand même maintenant ouvrir les yeux et être un peu plus réactif. C'est pour ça qu'on est dans l'urgence et je ne suis pas tendre à l'égard de ceux qui ont le pouvoir et qui n'agissent pas. Je rebondis sur cet excellent exemple de Perros-Guirec et des 7 îles, parce qu'il y a également eu, il y a quelque temps, une pétition pour
lutter contre pour annuler le projet d'extraction de sable. Bon, malheureusement, cette pétition n'a pas eu gain de cause. Donc l'idée, c'est que justement les pétitions, les mobilisations citoyennes doivent être assorties d'autres actions. Magali, avec l'affaire du siècle, qui, on le sait, va prendre un certain temps, est-ce qu'il y a d'autres actions justement complémentaires pour renforcer cette mobilisation citoyenne? Alors là, je reviens sur le sujet du climat, du coup. Reviens sur le sujet du climat, oui. Pour le climat, en fait, ce qui est un sujet archi complexe, parce que quand on parle du climat et de la biodiversité, en fait, en réalité, on parle de la mort, et pas de sa propre mort, mais de la mort possiblement de l'espèce humaine et puis d'autres espèces aussi. Donc en termes d'action, moi, je me creuse encore la tête pour savoir comment communiquer aux gens qui vivent très fort ce déni de mort. Parce qu'en fait, il est là, je crois, le nœud. Il est psychologique. Il est psychologique, et en tant que média, on se doit de trouver le moyen de communiquer pour s'adresser à la partie des spectateurs qui vont pouvoir écouter. Et donc, d'un point de vue très psychologique, pour le climat, ce qu'on avait effectivement constaté, c'est que c'était bien d'être dans une espèce de proportion 30-70, à 30% qu'il fallait arrêter de mentir aux gens. Pendant longtemps, les politiques ont menti, enfin ont caché en tout cas la gravité de la situation. Et donc en fait, il nous semble très important d'apporter des chiffres réels, de dévoiler la vérité. Et ça, même si c'est très factuel, c'est flippant. Et d'un point de vue psychologique, il y a eu beaucoup d'études, en fait. Je m'en tiens au climat, mais je serais curieuse d'avoir votre avis sur la biodiversité. Il y a beaucoup d'études qui montrent que pour que ce soit entendable, il faut que les réponses soient suffisamment puissantes pour enrayer la menace. C'est-à-dire que pour que les gens ne retombent pas dans le syndrome de l'autruche, il faut apporter des solutions suffisamment puissante pour permettre à ces personnes de passer à l'action et d'avoir le courage de faire face, en fait, et de se battre. Donc on était dans cette communication à 30% de gravité, 70% de solutions. Donc 70% de joie, en fait, et en se disant que c'est la joie pour la majorité des spectateurs qui va mettre en mouvement. Pour les plus engagés, ça va plus être la colère. Donc, une fois qu'on s'est dit ça sur le plan psychologique, pour le climat, c'est super compliqué, d'un point de vue cognitif aussi, à piéger l'ampleur du truc. Je pense que c'est plus facile avec la biodiversité, parce qu'on en voit les effets directement. Donc là encore, c'est quelque chose que j'aimerais bien creuser, pour savoir comment communiquer efficacement. Ouais. Je crois pas, alors là, je partage pas du tout ce point de vue, mais bon, c'est intéressant comme échange. Je crois que la biodiversité, c'est beaucoup plus difficile que le climat. Le climat, je suis désolé, mais on voit les effets. Vous avez une accélération d'événements avec des tempêtes, des sécheresses, que sais-je encore, comme on n'en a jamais connu. Moi, je suis très pote avec Jean Jouzel, le climatologue. Bon, j'ai été dans ses labos, on voit les carottages avec l'accélération très lisible des événements, et ça, on le voit. Et donc, vous avez d'un côté la lisibilité, la perception des événements climatiques, et de l'autre, j'ai envie de dire que vous avez des réponses. On n'a pas parlé des collectivités territoriales qui jouent un rôle considérable et qui, pour la biodive, commencent à comprendre beaucoup de choses. Les réponses, c'est au niveau du citoyen, de la collectivité, de l'entreprise, etc. Qu'est-ce que je fais? Je fais de l'économie d'énergie, je fais de l'isolation, je fais du covoiturage, que sais-je encore. On a tous à notre mesure des réponses au climat. Quand vous prenez la biodiversité par analogie, c'est un peu ce que je disais, à quoi ça sert le vison d'Europe, la tortue d'Hermann, etc. On peut vivre sans. Donc on n'a pas du tout la lisibilité de l'érosion. Et en face, très franchement, moi je suis citoyen, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre une mangeoire, un nichoir, c'est vachement bien. Ah ben oui, je ne vais pas sauver la biodiversité, le problème est ailleurs. Donc le citoyen, la collectivité, l'entreprise n'a pas la réponse. Comment, à mon niveau, et l'une des vocations d'associations comme la nôtre, on a quand même plus de 400 salariés à la LPO, c'est la première association naturaliste de France. On vient de dépasser il y a quelques jours les 50 000 adhérents, etc. Bon,
eh bien, c'est d'être force de proposition à l'égard des collectivités. On travaille beaucoup, beaucoup avec des entreprises. Je peux même vous dire qu'il y a des gens comme McDo. Un jour, Dominique Voinet m'appelle en me disant « Tu devrais rencontrer McDo, ils font des progrès ». Alors j'appelle José Bové, je lui dis « Qu'est-ce que tu penses si je vais rencontrer McDo ?» Il dit « Écoute, moi je me battrai toujours contre la bouffe uniforme, mais je reconnais qu'ils font des progrès. » Et c'est vrai que même en termes de biodiversité, ils voulaient construire des nouveaux McDo intégrant la biodiversité. Et ça, on sait faire. Mais des mares, des trucs, des machins, c'est pas inutile. Bon, on n'a pas formalisé avec eux parce qu'ils avaient une trop mauvaise image qui était refusée par notre association. Mais j'ai voulu, pendant 3 jours, tu étais là peut-être à l'époque, les gens de McDo sont venus à notre siège à Rochefort. On leur a donné tous les éléments, on les a accompagnés, on les a aidés pour faire en sorte que... Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a des capacités, mais pour revenir sur les autres, c'est vachement plus dur de servir la biodiversité que de servir le climat. Antoine Cady. Ouais, il y a des outils. Il y a des... Pardon. Ouais, Non, je voulais juste préciser qu'en termes narratifs, du point de vue du spectateur, ça me semblait plus facile d'avoir de l'empathie pour des êtres vivants que pour un truc abstrait. Voilà. Ça, c'est très vrai. Mais l'équation, comme le rappelle Alain, est quand même plus délicate. Et donc, il faut absolument faire cette démarche. Alors, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Un certain nombre d'acteurs ont été évoqués, notamment les collectivités locales. Et c'est vrai que nous, notre credo chez CDC Biodiversité, c'est de s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature. En clair, se dire que la nature, qui depuis quelques milliards d'années, la vie sur Terre, qui depuis quelques milliards d'années a su s'adapter à un certain nombre de conditions plus chaudes, plus froides, plus humides, plus sèches, plus etc., eh bien, cette vie-là, elle saura s'adapter à des conditions de demain qu'on ne connaît pas forcément. Et nous, c'est notre confiance, finalement, notre engagement, on a envie de le mettre là. Donc on engage un certain nombre de collectivités locales, d'associations, parfois d'entreprises, à partir sur un programme qu'on a appelé le programme Nature 2050, LPO, on est partenaire d'ailleurs, dont l'ambition est de restaurer la résilience des écosystèmes en se disant qu'en restaurant la nature, en restaurant des morceaux de nature, eh bien, cette nature aura intrinsèquement par elle-même une meilleure capacité d'adaptation que nous n'aurions, nous, une capacité à penser ses plaies a posteriori. Voilà. Alors on a lancé ce programme-là en 2016. Mine de rien, c'est un peu plus de 4 millions d'euros qui ont été mobilisés d'argent privé, qu'aujourd'hui on est capable de mettre en face d'argent public, d'agences de l'eau, de régions, de départements, etc. Et c'est autant de moteurs, donc au final un peu plus de 10 millions d'euros. Évidemment, c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire, mais c'est quand même, au final, 26 projets sur le territoire, contexte forestier, contexte littoral, des exploitations agricoles qui passent en agroforesterie, etc. Donc c'est autant d'exemples où on arrive à envisager donc, la restauration d'un écosystème, son suivi sur le temps long, et puis quand cet écosystème est porteur lui-même d'une activité économique ou d'un lien avec des habitants, îlots de chaleur, toutes ces notions de biophilie, ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir vraiment travailler. L'épanouissement de l'être humain. C'est joli comme mot. Ah ouais, mais maintenant on a des trucs très solides là-dessus. Hein. L'épanouissement de l'être humain, et a fortiori lorsqu'il vit en ville, lorsqu'il travaille en ville, s'il a ou non accès à une part de nature. Nature vivante, hein, c'est pas un tableau, un truc. Il doit être à 15 minutes en principe maximum d'une part de nature. Alors il y a ça, mais c'est les gens qui travaillent dans leur bureau et savoir s'ils ont par la fenêtre la possibilité de voir un arbre qui bouge avec le vent. Quoi. Et ça se traduit en absentéisme au travail, ça se traduit en pourcentage de médicaments, aussi, en délinquance. On a des exemples, on a fait un super boulot à Noisy-le-Roi avec des bailleurs sociaux qui nous ont confié, donc comme c'est toujours au carrefour entre biodiversité et économie, ils nous ont dit voilà, nous on a un espace vert, on ne sait pas quoi en faire, on nous brûle des voitures, on a eu une attaque au couteau l'année dernière, les gens ne viennent plus et on a la moitié des logements qui sont faits pour les gens qui en ont besoin et qui sont inhabités parce que plus personne ne veut venir sur ce site. Donc on s'est creusé un peu la tête et on a regardé comment à budget constant, parce que c'est souvent ça la contrainte, on pouvait revisiter ce site. Nos experts sont intervenus, on a regardé comment on pouvait, au lieu de tondre ça toutes les semaines de mai à septembre, et puis d'avoir des haies de tuyas et des machins, comment on pouvait faire naître de la vie pour que ces espaces verts soient véritablement fonctionnels, beaux, porteurs de biodiversité, d'oiseaux, d'insectes, etc., porteurs de vie.
On a intégré des jardins potagers partagés, etc. On a recréé tout ça et tout change. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, en 2 saisons, c'est-à-dire en à peine 2 ans, le taux de remplissage est remonté à 85%. Les concierges se battent parce que ça leur intéresse plus d'être là qu'ailleurs. Et puis, il y a tout un tas, il y a du lien social qui s'est mis en place, parce qu'évidemment, dans ces immeubles-là, eh bien, il y a aussi tout cet enjeu. Et tout le projet, finalement, de ce quartier a évolué. Et ce type de modèle, en fait, encore une fois, à coût constant, on sait parfaitement le faire. Simplement, maintenant, voilà, faut essayer de démultiplier. Et quand vous évoquiez cette nécessité de mobiliser les citoyens et de passer finalement des petits gestes qu'on a essayé de porter dans les années 2000-2010, Fondation Nicolas Hulot, etc., en disant allez, on va essayer défi pour la terre, pacte écologique, tout ce qui a permis à un moment de faire accoucher le Grenelle. Mais on voit bien aujourd'hui que ces petits gestes ne sont pas suffisants pour endiguer les crises qui sont devant nous. Bien, le consommateur, le citoyen, en tant que consommateur, en tant qu'adhérent associatif, en tant que collaborateur dans l'entreprise, il doit prendre sa place et il doit être porteur de ces initiatives-là. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure, je vais ouvrir un espace pour la salle. S'il y a des questions à nos intervenants, j'en vois un là-haut. Alors, je vous invite à vous lever et à parler bien fort. Ouais. Bonjour, Alexandre Pache, Deauville Green Awards. On voit qu'apparaît aujourd'hui des formes plus radicales de contestation. Les gens sont très révoltés par les atteintes à la biodiversité. Et il y a par exemple des gens qui s'interposent dans les chasses à courre. Il y a le mouvement Extinction Rébellion qui prône la désobéissance civique. Il y a Sea Shepherd qui s'interpose entre les baleines et les bateaux. Il y a Alain Bougrain-Dubourg, vous avez été parmi les premiers à vous interposer entre les braconniers et les oiseaux. Et même le mouvement L'Affaire du siècle, il y a quand même une composante nouvelle dont vous n'avez pas beaucoup parlé, qui me semble très importante, c'est que c'est une action judiciaire contre l'État. Donc il y a une espèce de radicalisation. À la limite, parfois, c'est non violent, mais en même temps, c'est agressif. Moi, ça me paraît être un mouvement assez intéressant et je trouve que c'est complémentaire avec d'autres initiatives qui sont de financement, de militantisme classique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils ont leur rôle, ces gens, disons ces écolos musclés qui défendent la biodiversité d'une façon musclée? Ce qui est compliqué, je ne répondrai pas à toute la question, mais je crois que ce qui est compliqué dans ce que vous évoquez, c'est qu'il y a des combats qui sont historiques et qui ont leur légitimité dans le non-respect de la réglementation. Sea Shepherd, la LPO, on est d'abord sur le non-respect de la réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les baleines sont protégées, les oiseaux, en tout cas un certain nombre d'entre eux sont protégés, et il y a des gens qui s'assoient sur la loi et qui continuent. Donc ça doit être dénoncé. Et l'immobilisme, en fait, des pouvoirs publics, entre autres, en France, ailleurs, sur ces sujets-là, fait que, du coup, il y a des formes beaucoup plus radicales qui naissent et qui challengent l'ensemble du dispositif. Quand on voit, effectivement, qu'un certain nombre de mouvements brûlent les boucheries, ça nous questionne sur le métier de boucher, mais finalement sur la filière viande. Et le monde, la France, les paysages français se sont en partie modelés par l'élevage extensif. Alors, évidemment, l'intensif pose un problème, mais l'élevage extensif a permis de modeler les paysages qui sont eux-mêmes porteurs de biodiversité. Et l'élevage extensif, et notamment les agriculteurs qu'on aide d'ailleurs dans leurs installations sur des modèles extensifs bio, sont de vrais défenseurs de la biodiversité et de vraies alternatives à d'autres modèles. Alors, il ne faudrait pas que, finalement, parce qu'on ne respecte pas la loi et parce qu'on n'est pas en mesure de prendre les engagements au bon niveau, finalement, il y a ces formes-là qui risquent, je pense, ou je le craindrais, de faire vaciller l'ensemble avec des réponses qui ne sont peut-être pas les meilleures, quoi. Voilà. Autre réaction? Oui. Oui, enfin, je crois l'avoir évoqué tout à l'heure, c'est l'inertie, très simplement, des élus et du gouvernement qui amène à la radicalisation. On le voit en d'autres secteurs politiques, mais encore une fois, quand il y a une sensibilité qui se décide et qui est légitime, et qu'on n'en tient pas compte,
il y a une radicalité qui s'affirme. Et plus ça ira, plus il y aura une rupture qui est extrêmement regrettable. Moi, par exemple, je l'ai dit, je ne suis pas végétarien, mais je fais les lundis verts. C'est-à-dire que lundi, on est un certain nombre, on prend ni poisson ni viande. Je me suis fait des volets de bois vert par mes potes paysans éleveurs qui travaillent dans les bocages et qui entretiennent des zones naturelles tout à fait remarquables. Mais Alain, bon, non, je ne suis pas contre l'élevage. Je suis contre la maltraitance et je suis contre l'élevage industriel tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc effectivement, il faut être attentif. Mais là, ne nous étonnons pas de toute forme d'extrême. Bien sûr. Voilà, dès lors qu'on reste indifférent. Voilà. Alors Philippe et Magali, rapidement, parce qu'on moi, ce que je voulais dire pour rebondir, c'est qu'en fait, il y a bien une loi sur la biodiversité, mais il n'y a pas de sanction. Non, mais il faut parler. Un chat est un chat. Ça veut dire que ça amuse un peu la galerie, quoi. En fait, on peut produire ce que l'on veut, mais derrière, s'il n'y a pas le bâton, les conséquences sont là. Donc ça, c'est un premier point. Et je crois que la meilleure manière, finalement, d'acculturer tout ça, c'est la pédagogie et c'est l'éducation. C'est le plus tôt possible, c'est de faire en sorte, dans les écoles, etc., je fais une petite analogie avec la création d'entreprises. On ne devient pas créateur d'un seul coup, comme ça. On a bien vu ces 10 dernières années ce qui s'est passé. Quand on en parle chez les jeunes, quand on donne envie, etc., il se passe des choses. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 25, 30, 35, 40, etc. Ça peut le faire. Mais donc, plus tôt on en parle, plus tôt on est responsable. Le respect de la nature, de son environnement, ça s'éduque, ça s'apprend des autres. Voilà, l'exemplarité. Donc, il faut le faire très très tôt. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur la création d'entreprises, mais sur un sujet aussi central que la biodiversité et qui touche l'émotion, qui touche la sensibilité, quel que soit qu'on soit dans une entreprise ou pas d'ailleurs, c'est pas le propos. Mais dès le plus jeune âge, il faudrait que ce soit rétabli. Magali. C'est posé la question de l'affaire du siècle et de la radicalité de la démarche. Je vais rappeler que, en fait, l'affaire du siècle a eu lieu parce que c'est l'État français à la base qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les lois françaises, européennes, internationales, la Convention européenne des droits de l'homme. Et en fait, est-ce qu'on peut véritablement parler de désobéissance civile ou de radicalité quand on met en place un pouvoir citoyen, un lobby qui met l'État devant ses responsabilités, c'est-à-dire que depuis des décennies, on a fait confiance à nos représentants, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, on est allé voter et en espérant qu'un programme serait appliqué, en faisant confiance à un homme ou une femme. Et ce qui se passe là, en ce moment, avec notamment la crise des Gilets jaunes, c'est une profonde remise en cause du fonctionnement de la démocratie qu'on a vécu depuis des années, et puis des responsabilités prises par ceux qui sont censés être nos représentants, qui sont censés nous protéger la vie, et dont on se rend compte, dont on devient de plus en plus conscient, qu'ils faillissent à leurs responsabilités basiques. Ceci étant dit, la question de la désobéissance, de l'éducation se pose un peu différemment, je pense. J'ai une forme de courage citoyen face à un manque de courage politique. On peut dire ça comme ça. Pour conclure, je vais vous demander à chacun, en 10 secondes, de proposer à toutes les personnes qui sont dans la salle une action très concrète à faire en sortant aujourd'hui même pour préserver la biodiversité. 10 secondes chacun. Adhérer à la Ligue pour la protection des oiseaux. Antoine? Non, juste un truc, je ne vais pas être trop long. C'est très important, si c'est pas la www.lpo.fr, prenez-en d'autres, mais d'enrichir, de renforcer les associations de protection de la nature. Voilà. Antoine? Bon, ça c'est le truc numéro 1. Le truc numéro 2, c'est effectivement changer votre assiette. Alain l'a évoqué le lundi vert, mais plus largement, manger local, manger de saison et manger de qualité. Local, en France, on sait tout faire. De saison, c'est pareil, il y a une saisonnalité pour beaucoup de choses et vraiment profiter. Et puis de qualité tendant vers le bio, peut-être pas uniquement, mais en tout cas, il faut aller vers ça. Et il faut soutenir la transition agricole en France. C'est 60% du territoire. Si on arrive à changer véritablement en profondeur notre modèle agricole, on apportera une grande part de la solution, en tout cas chez nous. Magali? Diminuer la viande, et quand vous en mangez, que ce soit de la viande française, élevée dans de bonnes conditions,
adhérer à On est prêt sur Facebook, Twitter, Instagram et signer la pétition L'affaire du siècle. Et faites-la signer à 5 personnes de votre entourage. Une action par jour. Oui. Climat, biodiversité. N'attendez pas tous les autres. Soyez attentif à votre environnement. Si vous êtes attentif à votre environnement, il y a de fortes chances que vous soyez attentif à vos voisins et aux hommes et aux femmes qui vous entourent. Fermez la lumière en sortant des salles. Balancez pas les papiers n'importe où. Déjà, ce sera énorme. Et puis, accessoirement, regardez le site de BPI France. Et à mon tour, je finis avec un peu de pub pour un livre qui s'appelle Ishmael. Chez Spark News, on aime beaucoup les histoires et c'est une belle histoire d'une rencontre entre un homme et un gorille pour justement réfléchir à la place de l'espèce humaine. Je vous le recommande aussi. Merci à tous et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi.